Alors j'avais préparé un certain nombre de dias, mais en fait je me rends compte que je vais probablement être assez long sur la deuxième partie des dias, donc les premières je vais les passer assez vite parce que sinon je vais déborder sur mon temps. Donc là c'est simplement deux producteurs de notre restaurant. Ça, voilà, ça je crois que c'est superflu, on en parlera ensemble éventuellement après. Ça aussi je pense que c'est superflu, c'est des petites notions que j'avais pensé que j'aurais le temps d'évoquer sur c'est quoi la consommation responsable, mais je pense qu'on le sait tous. Et donc voilà, je vais tout de suite aller à notre établissement. Donc je suis le copropriétaire de La Guinguette. Ça c'est la vue que nous avons du restaurant. C'est une photo qui a été prise dimanche passé par ma femme. Nous sommes donc à l'Isle-sur-la-Sorgue, juste en face du partage des eaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très très bel endroit qui est situé à 1,5 km du centre-ville. Ça a son importance dans la manière dont il faut qu'on réfléchisse. Excusez-moi pour le micro. Dont il faut qu'on réfléchisse à l'offre que nous proposons, notamment sur les midis-semaines où la clientèle du déjeuner dans les restaurants se déplace difficilement jusqu'au partage des eaux parce que ça leur fait perdre facilement une vingtaine de minutes sur leur temps de table. Nous sommes adhérents d'une association qui s'appelle Bon pour le climat, qui est une association qui regroupe donc des restaurateurs qui s'engagent sur un certain nombre de points qui sont repris ici. C'est de travailler la saison, le végétal, le local, avec une limite qui est donnée par l'association de 200 km, d'essayer de travailler un maximum ce qu'on appelle les produits vertueux. Les produits vertueux, ce sont les produits soit qui ont une appellation agriculture biologique, ce sont les poissons qui sont issus d'une pêche raisonnée, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas n'importe quel type de poisson. On a à cœur d'avoir une gestion des déchets assez poussée. Sur la slide qui a précédé, le chiffre qui est reconnu par tous les experts, pour vous donner une idée, c'est, je crois, 1,6 milliard de tonnes de production alimentaire qui est jetée à la poubelle chaque année dans le monde. 1,6 milliard de tonnes, c'est quand même énorme, et ça représente facilement 30% de la production alimentaire mondiale. Il y a des experts qui parlent même quasi de 40% de la production alimentaire mondiale. C'est énorme. Donc ça fait partie des choses dont qu'il faut bien sûr que les restaurateurs prennent en compte. On insiste également beaucoup sur l'implication du personnel, surtout dans des établissements comme le nôtre qui sont des établissements saisonniers, où donc les salariés quand même ne restent pas là toute l'année. Donc il y a chaque fois une formation importante qui est faite, tout simplement pour pouvoir communiquer auprès de notre clientèle sur notre démarche. Et nous avons à notre disposition quelque chose qui est à votre disposition à tous, puisque si vous allez sur le site internet qui est là, vous avez une version allégée de ce qu'on a appelé un éco-calculateur, qui est en fait un logiciel qui a été mis au point lors de la COP21, où vous pouvez rentrer les ingrédients de votre recette, et ce logiciel va vous sortir l'équivalent carbone, c'est-à-dire l'empreinte carbone, si vous préférez, de votre recette. Sachez que l'empreinte carbone d'un repas normalement consommé en moyenne en France, c'est environ 5000 grammes équivalent carbone, c'est-à-dire 5 kilos carbone. Dans l'association, il nous est demandé d'avoir le maximum de plats proposés qui sont 3 fois minimum, voire 4, 5, évidemment, si c'est possible, inférieurs à cette valeur moyenne qui est donc de 5000 grammes équivalent carbone. Dans les dias précédentes également, cette empreinte carbone de l'alimentation, l'alimentation en France est 27% de l'impact carbone de la France sur la problématique donc, du réchauffement climatique. C'est énorme, et la moitié de cet impact est en général lié, tout type de consommateurs confondus, à la présence de viande dans les assiettes. Ça, je pense que vous en avez tous entendu parler, et notamment la viande de bœuf. Alors ça, c'est les chiffres les plus récents que j'ai et qui ne représentent pas tous nos producteurs, donc ça c'est long, je ne vais pas tous vous les lire. Après ce tableau-là qui est le plus récent, ça c'est un travail qu'on fait à chaque fin d'année, donc là c'est les chiffres de 2017, où je reprends une partie de nos fournisseurs, mais il y en a certains qui ne sont pas cités. C'est un travail que je fais, je vais vous expliquer un petit peu après comment. Je vais vous donner 2 autres dias juste après ça, qui sont des dias des années 2016 et 2015, je crois, qui vont être plus parlantes que ceci.
Ça, c'est donc le prénom de tous les producteurs de l'année 2016 et leur géolocalisation. Donc, j'insiste, je vais vous expliquer aussi ce que j'entends par fournisseur. Et ça, c'est une autre forme de relevé où vous avez là le nom, la ville, la distance kilométrique et le type de produit, sachant que les couleurs sont des codes produits par catégorie de produits. Donc, en haut, vous avez les farines. Après, vous avez le miel de marque Agnelle, c'est toujours notre fournisseur. À Lazare et Roux, ça a un petit peu changé, mais nous travaillons avec les abattoirs du Pays d'Apt toujours pour certains produits. Relais Vert, alors c'est le seul de la liste, si je ne m'abuse, qui est un distributeur, mais nous avons quand même mentionné, puisque Relais Vert, c'est une plateforme de distribution de produits bio. En fait, nous ne sommes pas sur le bio. Notre priorité, notre axe, c'est de trouver des produits locaux, mais nous ne les trouvons pas tous. Le plus bel exemple sont les agrumes que nous tenons à avoir en plus bio pour des raisons de sécurité au niveau de l'utilisation des zestes. Et les citrons et les oranges, je ne trouve pas de producteurs locaux par ici. Donc on se tourne tout de suite vers Relais Vert, qui est, en ce qui nous concerne d'ailleurs, plus près que Métro, et qui n'est pas plus cher pour ceux qui pourraient se poser cette question-là. Les huiles Benoît, on a arrêté de travailler avec eux maintenant. On travaille quasi exclusivement avec quelqu'un qui est plus bas, c'est les frères Boudoir, la minoterie du Vieux Château. Ensuite, vous avez toute une série d'agriculteurs. Vous avez Nicolas Borde qui est un petit peu à part. Michael Meyer qui est devenu notre associé sur un produit qui est la truite fumée. On est en train de créer une SAS et un atelier collectif pour un produit dont je vous parlerai après. François Grégoire qui fait du fromage de chèvre, les frères Roussel, alors ce sont nos producteurs les plus éloignés, ils font baisser notre moyenne de distance kilométrique puisqu'ils sont à 556 km. C'est les glaces Terra Delis pour ceux qui ne les connaissent pas. Et puis bon, là après c'est des vins, mais ça change quand même un peu d'une année sur l'autre. Pour la petite parenthèse, je vous coupe. Juste oui. La petite parenthèse, Nicolas Borde est un ancien de l'ISEMA, on vient de le voir sur votre tableau. D'accord. Voilà, alors Nicolas Borde, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. J'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, la ferme des possibles, hein, l'agroforesterie, il est extraordinaire. Comment ? Un ancien et un intervenant également. Oui, donc il fait un travail remarquable. Il est en agriculture biologique maintenant. Il est certifié, je pense, sur la totalité de sa ferme. Il va augmenter ses terres l'année prochaine. On a juste eu, pour ce qui est de cette année, un petit peu de problème à travailler avec lui, tout simplement parce que, comme vous le voyez d'ailleurs sur la photo qui est prise là au-dessus, ça c'est ma voiture. Là, je suis chez un fournisseur. On se déplace beaucoup. On prend beaucoup de temps pour aller. Hein, on en a parlé avant. Les fournisseurs ne peuvent pas venir nous livrer une cagette de tomates. Donc, ça représente un certain temps. Et Nicolas Borde est du côté de Perne. Et cette année, on a beaucoup été du côté de Petit Palais et de Coustelet, notamment parce que plusieurs de nos fournisseurs sont présents sur ces deux marchés de producteurs et qu'on se donne des rendez-vous avec eux à cette occasion. Mais on travaille quand même certains produits avec lui. Il a notamment des herbes aromatiques qui sont d'une qualité impressionnante. Et voilà pour ce qui est de Nicolas Borde. Ces chiffres-là, ils méritent que je m'y attarde un tout petit peu. Je vous avais dit que je m'attarderais plus tard. Plus de 70% de nos achats alimentaires sont effectués en direct dans un rayon moyen inférieur à 50 km. 70% d'abord, le chiffre, comment est-ce qu'on le trouve ? C'est 70% de nos achats alimentaires en financier. C'est-à-dire que chaque année, on prend donc notre bilan comptable, on prend le poste achat alimentaire, on a demandé à notre comptable de respecter une certaine rigueur au niveau du libellé des écritures, ce qui nous permet avec un tableau Excel d'assez rapidement regrouper les volumes financiers de chacun de nos fournisseurs. Ensuite, on n'a plus qu'à déterminer lesquels de ces fournisseurs d'achat alimentaire sont des fournisseurs qui peuvent être considérés comme en direct. Et ce que j'appelle en direct, ça signifie que la personne à qui nous achetons, Relais Vert n'est pas dedans, justement, la personne à qui nous achetons, sans aucun intermédiaire, produit le produit que nous lui achetons. Voire le produit même et le transforme, par exemple, pour ce qui est d'un des membres de l'association en direct de nos fermes, où nous sommes présents avec la truite fumée, qui est David Oran, qui élève son porc et qui le transforme en un certain nombre de charcuteries sèches et cuites même aussi. Donc ça, c'est la notion de en direct, c'est important, notamment pour ma ville, à l'Isle-sur-la-Sorgue, où vous avez un grand nombre de restaurateurs qui travaillent avec une entreprise grossiste de produits frais, qui certes est implantée pas loin,
Donc il y a une très très bonne communication et c'est très très bien, tout le monde travaille, mais les produits qu'ils distribuent tous les matins aux restaurateurs ne sont pas du tout des produits de producteurs locaux. Donc là, c'est hors sujet. Et le rayon moyen, vous l'avez compris, on prend les distances kilométriques entre tous ces producteurs que nous avons recensés comme étant des producteurs qu'on peut considérer, qui correspondent à la désignation en direct, c'est-à-dire sans intermédiaire, le produit qu'ils travaillent. Pour les viticulteurs, par exemple, c'est la même chose. Nous n'achetons que des vins régionaux à des propriétaires récoltants, c'est-à-dire des gens qui travaillent la vigne et qui ensuite font leur vin. Sinon, on ne va même pas rentrer ça dans une dégustation. C'est notre manière de travailler. Et donc, on réussit à être inférieur à 50 km, sachant que vous avez vu qu'il y en avait un qui était à 158. Il impacte donc fortement notre moyenne. C'est vous dire qu'ils sont vraiment tout près. Alors, les 30 autres %, effectivement, c'est des produits que nous n'avons pas encore réussi à trouver localement, sachant que alors tiens, ça c'est peut-être une dia... oui, ça va y venir après. Sachant que nous avons dû faire des choix pour assumer cette politique d'approvisionnement. Quelques mots, alors ça c'est un mot que je ne connaissais pas encore il y a un mois, c'est le mot sourcing, mais dans une école de commerce, vous devez tous savoir ce que ça veut dire. Donc c'est la manière, dites-moi si je me trompe, de trouver des nouveaux fournisseurs, d'aller à la chasse aux nouveaux fournisseurs, donc j'ai mis le mot. On procède toujours de la même manière, et c'est à cette période-ci que ça se fait. Enfin, maintenant on a un bon paquet, mais ça change quand même un peu d'année en année. La première chose, bien sûr, c'est qu'on va éprouver le besoin sur un produit donné. Je vais vous dire, là, pour l'instant, on est sur le jus de pomme. On va identifier, en trouvant sur les marchés, chez des confrères, dans des magasins de producteurs, on va identifier un certain nombre de jus de pomme qui nous paraissent intéressants. Et ensuite, on va prendre contact avec les gens et chercher les producteurs, donc, et chercher à aller les visiter. Par exemple, sur les jus de pommes, sachez qu'il y a des gens qui produisent des pommes et qui sous-traitent la fabrication du jus de fruits. Et puis, il y en a quelques-uns, ils sont minoritaires, qui fabriquent leur jus de fruits eux-mêmes. Donc, on va aller les visiter chez eux, surtout si ce sont des gens qui, en plus de produire la pomme, la transforment. On va aller les voir, on va prendre des échantillons, pas beaucoup, 1 litre ou 2 suffisent, que l'on va payer. C'est assez facile et compréhensible quand on va chez les gens, mais si des gens viennent nous proposer un produit, on tiendra aussi, là aussi, toujours à leur payer le produit, parce qu'on se sent plus serein derrière pour donner pour dire aux gens si on travaille avec eux ou pas. Ensuite, c'est toujours la même chose, et on le fait avec énormément de produits, hein. Je ne vais pas dire qu'on le fait avec tous, mais on le fait avec énormément de produits. On fait, et c'est une étape très importante pour nous, on fait des dégustations aveugles. Pourquoi ? Parce qu'il y a parfois des gens très sympathiques. On rencontre souvent des gens très sympathiques, mais on n'est pas là pour se faire des amis, on est là pour trouver un produit qui nous intéresse plus qu'un autre. Donc on ne veut pas que les producteurs soient là, et on veut déguster à l'aveugle pour ne pas savoir quel produit vient de chez qui. Donc on va s'arranger pour faire des dégustations aveugles, même sur des viandes, hein, on l'a fait en début de saison cette année. Bien sûr sur les vins. Ces dégustations, on essaye de les faire avec un panel de dégustateurs, si je peux appeler ça comme ça, c'est un grand mot, qu'on va recruter un tout petit peu parmi nos amis, nos clients, nos connaissances. Et on va chacun individuellement essayer, ça prend pas longtemps, chacun a sa feuille de papier, et pour le lot 1, 2, 3, 4, 5, par exemple pour les jus de pommes, il va donner une note, et puis il va commenter sa note avec 2, 3 petits mots. Et ensuite, quand on fait ça chacun dans notre coin, et après, ça sort sur un tableau Excel. Pour le vin, on essaye d'être plus nombreux. Pour la viande, on était aussi une dizaine, je pense, on a fait ça en début de saison. Et ensuite, il y a le tableau Excel qui va sortir des chiffres, qui va ressortir ce qui était préféré par notre petit, modeste panel de dégustateurs. On ne s'est pas préoccupé des prix. D'ailleurs, on a un principe, et on l'écrit partout, et on le dit partout, c'est de ne jamais négocier les prix. Alors, on n'est pas dans la restauration collective, donc on pense que c'est de notre responsabilité, une fois qu'on a choisi un produit, effectivement, de travailler sur la quantité qu'on met dans l'assiette, et sur la manière dont on le propose, et sur le prix auquel on le vend. Et puis après, si ça rencontre le public, tant mieux. Si ça ne le rencontre pas, c'est qu'il n'y a pas de rencontre possible, ou on va essayer de modifier des éléments de l'équation, disons. Donc, quand on aura dégusté, on va, vous l'avez compris, aller choisir certains fournisseurs. On va essayer de s'engager
quand on en a la possibilité sur un volume, cet engagement est toujours verbal. On va vérifier qu'un certain nombre au niveau des modalités de livraison, si c'est livré, ou de mise à disposition, si c'est pas mis à disposition, sont compatibles avec notre fonctionnement. Et puis on s'engage verbalement sur un volume. Et puis on s'engage aussi sur le fait que d'un côté comme de l'autre, on va se parler, se dire les choses si on rencontre un problème en cours de saison. Il est très rare qu'on interrompe une relation commerciale avec un fournisseur pendant la saison, mais il arrive effectivement qu'entre deux saisons, on décide de changer de fournisseur, mais au moins ça se fait en amont de la saison, ce qui, ça arrive très rarement. Hein. Là, cette année, ça vient d'arriver avec un fournisseur avec qui on travaille depuis 8 ans, mais c'est lui qui a décidé de partir à la retraite. Donc là, il va falloir qu'on trouve quelqu'un pour le remplacer. Et enfin aussi notre engagement, c'est d'ailleurs un petit peu ce que je fais ce soir, c'est qu'on n'hésite pas et on s'engage aussi à communiquer sur nos fournisseurs parce qu'on pense que quand même qu'ils le méritent. Un petit mot sur la viande, je ne sais pas si j'ai le temps, ça fait déjà combien de minutes? Ça va sur la viande de bœuf, hein, on a dit que la viande c'était un problème. On a une clientèle de végétariens, on a une clientèle de véganes assez importante à la guinguette. On n'est pas extrémiste là-dessus. On fait partie de ce qui s'appelle des flexitariens. Nous, personnellement, ma femme et moi, c'est-à-dire des gens qui essayent de moins consommer de viande. Hein, il faudrait qu'on en consomme moins, c'est sûr qu'on en consomme trop, mais qui essayent de mieux la consommer. Et sur la viande, on a des exigences là assez strictes depuis plusieurs années aussi. C'est pas facile à remplir. Donc sur la viande de bœuf, on exige un document écrit de notre fournisseur. On a beaucoup travaillé avec Al-Azhar et Roux, qui n'est plus, on va dire. Enfin, la société a subi beaucoup de modifications, donc on continue à travailler avec eux pour la viande de porc, mais pour la viande de bœuf, nous travaillons actuellement avec avec la Maison Gouache. C'est une entreprise familiale qui est un petit peu éloignée et qui d'ailleurs, on ne travaillait pas au moment des tableaux de là-bas. Je vais voir cette année puisque c'est nouveau. Ils sont du côté de Perpignan, mais ils travaillent. En tous les cas, les critères qu'on demande de voir remplis par notre fournisseur de viande, je vais vous les donner. Ils sont très clairs et on veut une attestation écrite. On ne veut que des races à viande qui sont élevées pour leur viande, parce que vous pouvez avoir, dans la grande distribution, vous pouvez avoir un steak haché de charolais, ou chez McDonald's par exemple. Vous pouvez avoir un steak haché de charolais, ça veut dire que la race est de la race charolaise, ça ne veut pas dire que l'animal a été élevé pour sa viande. Donc évidemment, la qualité gustative n'est pas du tout la même à la sortie. Donc on veut que ce soit exclusivement des races à viande qui sont élevées pour leur viande, qui sont nées, élevées et abattues en France, dont la distance kilométrique entre ce lieu d'élevage et de vie donc, et le lieu d'abattage est inférieure à 200-300 km, on donne. Là, pour l'instant, il nous a dit, je crois, sur l'attestation 200 ou 250, mais moins de 300. On demande à ce que soit certifié l'absence d'abattage rituel. Alors, c'est une question large qui intéresse peut-être plus les ingénieurs agroalimentaires que la partie commerciale. Mais il y a un vrai débat qui n'est pas d'ordre religieux du tout, mais qui est un débat d'ordre sanitaire, qui est qu'aujourd'hui, les plus grands experts sur la question le disent, l'abattage religieux, c'est-à-dire rituel, qu'il soit halal ou kasher, génère un risque sanitaire un petit peu supérieur sur les parties avant de l'animal. Je vous passe les détails. Ceux que ça intéresse donc à m'interroger là-dessus ou aller sur Internet, ils trouveront l'explication. Et nous, on essaye de ne pas rendre nos clients malades et enfin, on essaye de jouer beaucoup la sécurité là-dessus. D'autant plus qu'on propose un tartare haché à la minute, c'est de la viande crue, et qu'on hache nous-mêmes notre viande pour nos steaks hachés. Donc c'est pour nous des critères importants. Et est-ce que j'en ai oublié? Non, je crois que je les ai tous dit. Et ça, on veut que ça soit écrit. Voilà, les produits locaux privilégiés, ça a des conséquences. La première conséquence, vous l'avez compris, on a vraiment décidé d'avoir une offre de restauration qui est construite sur les produits locaux. C'est-à-dire qu'on s'interdit, c'est un grand mot, mais en tous les cas, on réfléchit chaque année un peu plus pour avoir une offre qui vient chercher ici ce que nous allons mettre dans l'assiette. Donc ça implique automatiquement une carte qui est très réduite, même qui change assez peu. On essaie de compenser ça par le fait qu'on va essayer de décliner les produits qu'on trouve dans notre région, et Dieu sait si on en trouve quand même beaucoup, le plus possible. Les exemples sont le petit épeautre,
qui sont donc, elle était tout à l'heure sur une photo, cette céréale absolument magnifique, je dirais, moi je dis la meilleure céréale du monde, puisque c'est la seule qui possède tous les acides aminés essentiels, elle n'est que ici. Donc on va la décliner, on fait notre pain avec de la farine de petit épeautre bio. Vous comprendrez que contrairement au boulanger, notre pain, les restaurateurs ne le vendent pas, mais ils le donnent. Donc là aussi, c'est un peu un challenge financier, mais on le joue. On fait nos buns qui sont là à droite. On fait toutes nos pâtisseries, on fait notre pâte à crêpes avec la farine de petit épeautre. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de l'utiliser le plus possible. La truite, on l'achète à une pisciculture qui est à 50 mètres. Je vous ai dit, on s'associe avec Michael Meyer. Et j'ai fait une formation au CIRAD à Montpellier, c'est à AgroSup. C'est une structure où il y a des gens qui sont très spécialisés dans le fumage de poissons. Et j'ai été faire une formation là-bas. Et on fume notre truite maintenant depuis 2-3 ans. Et elle se distribue, puisqu'elle se distribue notamment par l'association en direct de nos fermes. Et le porc, c'est la même chose. Le porc, on a le porc Ventoux, donc de l'ex-société Lazare et Roux, maintenant les abattoirs du Pays d'Apt. Et on travaille également le porc de David Oran, qui est également élevé en plein air, qui est également producteur ici. Ça, c'est juste des photos. Voilà nos gaufres aussi. Alors ça, c'est aussi un exemple de réflexion. C'est le résultat d'une réflexion qu'on a eue sur comment diversifier l'utilisation de la farine de petit épeautre. Là-bas, en bas à droite, on a discuté avec notre pâtissier. On a dit, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire avec cette farine ? Il a dit, tiens, il y a un truc qu'on ne trouve pas beaucoup, c'est des babas au rhum. Si vous faites votre gâteau à baba vous-même avec de la farine de petit épeautre, il devrait être excellent. Donc faisons ça. Et on lui a dit, oui, très bonne idée, mais le rhum, c'est pas trop local. Donc avec ma femme, on s'est mis devant le bar et on a regardé tous les alcools qu'on avait. Et on a trouvé le vieux mar de Châteauneuf-du-Pape, de Blachère, qui est juste ici à côté. Et on propose donc le baba des papes, on l'a appelé comme ça. Et c'est un baba qui n'est pas au rhum, mais qui est au vieux mar de Châteauneuf-du-Pape. Et ma foi, ça rencontre un petit succès. Ça, c'est des délices de Provence, c'est farine de petit épeautre, c'est du miel c'est un caramel qu'on fait avec le miel de Marcagnel. Et puis des amandes effilées. Ça, c'est des quiches qu'on fait. Alors ça aussi, ça a été une réflexion. Sur la truite fumée, quand on coupe les tranches, on se retrouve en fin de tranchage avec une chair qui est plus rouge. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de couper des tranches de truite fumée. Donc visuellement, moins commercialisable, disons. Donc on a mis au point une recette de quiche de truite fumée. Voilà. Et on intègre cette partie-là de la truite fumée dans des quiches. Ça, c'est quelques photos de la truite fumée. Vous voyez, là-bas en bas, c'est des filets entiers. Là, c'est une photo du fumoir. Mais là, on va passer à un fumoir qui pourra faire 80 kilos par jour, je crois, enfin par cycle. Donc on va passer à la taille au-dessus. Voilà, ça c'est la manière dont on présente la truite fumée à la guinguette. Donc vous avez vu, c'est vraiment très simple. Hein. C'est des tranches de truite fumée, le pain à la farine de petit épeautre, un morceau de citron et un petit peu de beurre à la nette, et puis c'est tout. La problématique des saisonnalités, ça c'est aussi quelque chose sur lequel il a fallu qu'on réfléchisse. C'est qu'à partir du moment où on ne veut travailler, où on cherche à travailler le plus possible les produits locaux, se pose la question de savoir si les pics de production du produit qu'on trouve localement va correspondre aux pics de consommation. Et c'est malheureusement pas le cas pour tous les produits, puisque nous, on fait 80% de notre chiffre d'affaires sur 3 mois. Hein, là, on est fermé, là. On ferme en hiver. Donc, on a eu à réfléchir là-dessus. Et un bel exemple, maintenant, depuis 5-6 ans, c'est la courge musquée de Provence, qu'on achète en agriculture biologique. C'est un produit qui commence à être récolté fin août, c'est-à-dire à la fin de la saison. Eh bien, on en achète chaque année sur le mois de septembre. Quand le producteur nous dit de venir la chercher, on va quasi la chercher sur le champ, c'est-à-dire qu'elle n'arrive même pas jusqu'aux entrepôts. On en achète 150 kilos, on la transforme en purée immédiatement, et ensuite, alors là, on va parler de choses. Ensuite, donc, une fois qu'elle est transformée en purée, on en fait des pains de 1 kg que l'on congèle, qu'on met sous vide et qu'on stocke. Si vous venez à la guinguette à la réouverture, en février-mars, on vous proposera un velouté de courge qui sera fait avec cette purée qui a été transformée et congelée en septembre. À process à recette identique, les experts nous le disent, si nous avons bien travaillé,
vous aurez un produit qui, au niveau organoleptique, c'est-à-dire autant gustatif que nutritionnel, sera supérieur au velouté de courge qu'on vous proposerait en achetant une courge au mois de mars dans un magasin de producteurs, fût-elle bio. Tout simplement parce que cette technique de transformation et de conservation préserve mieux les qualités du produit que si jamais que le meilleur entrepôt frigorifique de France. Donc ça, c'est par exemple des choses. L'autre question, c'est le travers de porc. On en passe actuellement 500-600 kilos par an. À un moment donné, quand notre carte était plus réduite, on en passait même quasi une tonne. C'est un produit qu'on cuit pendant 24 heures sous vide à juste température. Je préfère le mot juste que basse, parce que chaque recette a sa bonne température. On n'a pas alors, on le fait maintenant. C'est-à-dire qu'on va commencer maintenant à acheter 60 kilos de travers de porc par semaine. On les achète à un moment donné où plus personne ne les achète au producteur. Donc déjà, il est très content. Et on le transforme maintenant de la même manière. C'est-à-dire qu'on va le cuire sous vide et ensuite, en appliquant des process qui sont bien sûr validés d'un point de vue sanitaire, c'est-à-dire qu'à la sortie de sa cuisson, on va le tremper dans des bains d'eau glacée et ensuite il est étiqueté et il est congelé et il est stocké pour vous être servi l'été prochain. Alors en France, on est le pays de la gastronomie et il y a ce problème, c'est pour ça qu'on doit beaucoup communiquer, il y a ce problème qu'on a deux mots qui sont difficiles à accepter pour un certain nombre de gens, même si c'est en train de changer. Quand on parle de cuisine, c'est les deux mots que je viens d'utiliser déjà plusieurs fois. C'est le mot surgelé, c'est le mot sous vide. Ces deux mots qui sont rentrés dans le monde de l'alimentation en France et dans pas mal de pays à travers la grande distribution. Et ces deux mots qui ont une mauvaise connotation. Moi, je défends l'idée que bien travailler, congélation et technique sous vide, et je ne suis pas le seul, sont des techniques plus qu'honorables. Je pense qu'il y a dans la salle des gens qui seront d'accord avec moi. J'espère. Ça a une incidence sur la gestion du personnel, je vous l'ai dit, c'est que non seulement on prend la viande de porc à un moment donné où plus personne ne l'achète au producteur, mais c'est pareil pour d'autres produits, et en plus de ça, on fait travailler nos salariés à un moment donné où éventuellement on ne sait plus trop quoi leur faire faire. Et je termine, donc ça c'était l'importance de la communication, je vous l'ai dit, nous on ne cache rien, on dit tout, y compris à nos clients et surtout à nos clients, donc voilà ce que je vous ai dit là, on le dit à nos clients chaque fois qu'il y a une discussion qui peut être engagée. Là vous avez deux de nos fournisseurs de travers de porc, la famille Morel là-bas en haut et David Oran dont je vous ai parlé, David Oran qui est donc dans l'association dont Guillaume va parler. Et là vous avez la photo du travers de porc dans une assiette qui était prise sur un client, j'ai pris cette photo sur internet, par un client. Ça, c'est un autre produit qu'on fait avec son porc, c'est de la terrine. Vous voyez, on va de nouveau essayer de décliner. Et je terminerai avec ça, l'île sur la Sorgue, puisque c'est quand même un petit peu pour ça aussi que je suis venu. L'île sur la Sorgue, c'est environ 17 000 habitants. J'ai participé à un truc qui s'appelait la MISA, qui est un truc d'attractivité du territoire. Ils citaient quasi 200 restaurants. Guillaume, dis-moi si je me trompe. Moi, j'en ai retenu 100. Et j'ai dit, nous, en été, il y a eu une époque où on faisait quasi 150 à 180, voire même certains jours, la fête des mères notamment, 200 couverts par service, pour ceux qui connaissent la guinguette. On a réduit la voilure depuis volontairement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des services en saison à une centaine de couverts, mais 2 services par jour, ça veut dire 200 couverts par jour. Moi, j'ai dit, si en moyenne, un restaurant à l'Île-sur-la-Sorgue fait 50 couverts jour, les restaurateurs de l'Île-sur-la-Sorgue représentent, en termes de consommation de matières premières alimentaires, un tiers de la population locale. C'est énorme. Ça veut dire que je pense, et en plus de par la position qu'ont les restaurateurs dans l'esprit collectif, je pense que les restaurateurs ont ce rôle de un petit peu montrer le chemin sur les circuits courts. Et je terminerai par ça. Je ne suis pas Don Quichotte, mais voilà, en tous les cas, ma femme et moi, c'est ce qui nous motive. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci.